bienvenue à Train World pour cette balade littéraire. Depuis toujours, l'homme aime se déplacer. Il aime aussi se raconter des histoires. Alors pour aller plus vite, et pour éviter que ces histoires ne tombent dans l'oubli, il a inventé la roue et puis l'écriture. Ou peut-être l'écriture et puis la roue, on ne sait pas très bien, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il qu'il continue à se déplacer, mais plus vite, et à se raconter des histoires, mais davantage pour lui-même. Aujourd'hui, on en est à regarder des vidéos dans les avions. Mais avant l'avion, il y a eu le train. Le train qui, avec ses 50 km/h, effrayait les campagnes, inquiétait les voyageurs par sa rapidité. Pourtant, le train nous offre la possibilité de nous poser un moment et d'ouvrir un livre. Le train combine admirablement vitesse et rêverie. Eh bien, nous allons circuler maintenant, au milieu de ces locomotives et de ces wagons désormais immobiles. Nous allons rencontrer Victor Hugo, Valéry Larbaud, Stefan Zweig, Antoine de Saint-Exupéry. Et avec eux, nous allons voyager à travers la Belgique, à travers l'Europe, à travers l'amour, à travers la guerre, à travers le temps, à travers tous les rêves de ces auteurs et de ces poètes. Alors, si vous le voulez bien, embarquons, c'est par là. À bien discerner celle des œuvres de Dieu, considérée comme la plus exquise, celle dont la beauté est, de la vie de tous, la plus originale et la plus parfaite, la femme, est-ce que l'homme n'a pas de son côté fabriqué à lui tout seul un être animé et factice qui la vaut amplement au point de vue de la beauté plastique? Existe-t-il ici-bas un être conçu dans les joies d'une fornication et sorti des douleurs d'une matrice dont le modèle, dont le type soit plus éblouissant, plus splendide que celui de ces deux locomotives adoptées sur la ligne de chemin de fer du Nord? L'une, la Crampton, une adorable blonde, à la voix aiguë, à la grande taille frêle, emprisonnée dans un étincelant corset de cuivre, au long et nerveux allongement de chatte, une blonde pimpante et dorée, dont la grâce épouvante lorsque, raidissant ses muscles d'acier, activant la sueur de ses flancs tièdes, elle met en branle l'immense rosace de sa fine roue et s'élance toute vivante en tête des rapides et des marais. L'autre, Languerte, une monumentale et sombre brune, aux cris rauques et sourds, aux reins trapus, étranglés dans une cuirasse sans fonte, une monstrueuse bête à la crinière échevelée de fumée noire, aussi roubasse et accouplée qu'elle écrasante puissance, lorsque, faisant trembler la terre, elle remorque pesamment, lentement, la lourde queue de ses marchandises. Il n'est certainement pas parmi les frêles beautés blondes et les majestueuses beautés brunes de pareils types de sveltesse délicate et de terrifiante force. À coup sûr, on peut le dire, l'homme a fait dans son genre aussi bien que le Dieu auquel il croit. Calme, immobile. Dans le petit pré tranquille au long de la ligne, c'est une vache qui rumine. Pourtant de vaches qui regardèrent passer des chemins de fer, il convient aussi que l'on sache il y a des locomotives qui regardent les vaches. Et c'est avec des yeux d'envie, leurs gros yeux rouges, qu'elles contemplent les prairies où, paresseuses, l'on se couche et l'on flâne, en se divertissant au vol des mouches. Laissez monter en soi le vin de la paresse, suivant les mots d'Arthur Rimbaud. Mais quand on est locomotive, il faut qu'on parte, et reparte, et se presse, car ce n'est pas à 18 ni à 16, c'est à 17 qu'inéluctable est la correspondance de l'Express avec le rapide Bordeaux 7. Ah, la préoccupation de l'horaire, quand il ferait si bon s'étendre sur l'herbe tendre dans le pré vert. Mais il faut poursuivre la tâche, en marche, sans relâche. Et c'est avec des soupirs de regret que la locomotive passe au long des prés où sont immobiles les vaches, et songe, en regardant les veaux batifolés près de leur mère, songe à l'impossible chimère, et se détourne le cœur gros. Jouir en paix de la nature, avec une progéniture de petits locomotivaux. Du côté du canal, où ronflent et s'exilent les trois usines de la ville,
La gare, avec ses coups de trompe et de sifflet, avec ses signaux verts dans le soir violet, lui et ses phares. Elle existe, vivant de peu, très à l'écart, où monte son pignon, montait l'ancien rempart. Les dimanches, à l'heure où l'on sonne les messes, elle écoute de loin le lourd bourdon balai et les cloches une fois l'an se quereller toutes ensemble à la kermesse. Elle connaît l'huissier, le juge et le curé, ceux qui vont à Daines et de Daines à Courtrai, et ceux que le lundi poussent jusqu'à Thurmond. Tous ils rentrent le soir avant la nuit chez eux, sans que jamais aucun ne laisse serrer ses yeux au long des rails brûlants qui vont au bout du monde. Un va-et-vient prévu de charriage là circule autour de vieux hangars là-bas. Un camion s'éloigne, un camion arrive, on hèle au cabaret quelques débardeurs sous, et les wagons chargés sont poussés bout à bout et se heurtent comme entraînés à la dérive. Mais dès que le jour tombe et que rentrent chez eux ceux-ci d'Alost, ceux-là de Daines et de Courtrai, la gare, une dernière fois, tremble et s'effare et se remplit de bruit, puis s'enfonce et se clôt dans sa nuit. Et l'on n'entend plus rien dans la salle d'attente où seul un bec de gaz reste allumé, que le grincement dur d'une plume irritante près d'un guichet fermé. Je suis réconcilié avec les chemins de fer. C'est décidément très beau. J'ai fait hier la course d'Anvers à Bruxelles et le retour. C'est un mouvement magnifique et qu'il faut avoir senti pour s'en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs, ce sont des taches, ou plutôt des raies, rouges ou blanches, plus de points. Tout devient raie. Les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes. Les villes, les clochers, les arbres dansent et se mêlent follement à l'horizon. De temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l'éclair à côté de la portière. C'est un des gardes du chemin, qui selon l'usage, porte militairement les armes au convoi. Dans la voiture, on se dit « c'est à 3 lieues, nous y serons dans 10 minutes ». J'étais dans la première voiture. Le remorqueur devant moi flamboyait avec un bruit terrible, et de grands rayons rouges qui teignaient les arbres et les collines tournaient avec les roues. Le convoi qui venait d'Anvers a rencontré le nôtre. Rien d'effrayant, comme ces deux rapidités qui se côtoyaient et qui, pour les voyageurs, se multipliaient l'une par l'autre. On ne se distinguait pas d'un convoi à l'autre. On ne voyait passer ni des wagons, ni des hommes, ni des femmes. On voyait des formes blanchâtres ou sombres dans un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des cris, des rires, des huées. Il y avait de chaque côté 60 wagons. Plus de 1000 personnes ainsi emportées, les unes au nord, les autres au midi, comme par l'ouragan. Il faut beaucoup d'efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l'entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route. Il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s'emporte. Il lâche tout au long du chemin une fiente de charbons ardents et une urine d'eau bouillante. D'énormes raquettes d'étincelles jaillissent à tout moment de ses roues ou de ses pieds, et son haleine s'en va au-dessus de vos têtes en beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route. On comprend qu'il ne faut pas moins que cette bête prodigieuse pour traîner ainsi 1000 ou 1500 voyageurs, toute la population d'une ville, en faisant 12 lieues à l'heure. Après mon retour, il était nuit. Notre remorqueur a passé près de moi dans l'ombre. L'illusion était complète. Dans son tourbillon de flammes et de fumée, on entendait gémir comme un cheval harassé. À Kharkov, dans un quartier populaire, à cette Russie méridionale où toutes les femmes avec leurs châles blancs sur la tête ont des airs de madone, je vis revenir de la fontaine une jeune femme portant à la mode de là-bas comme du temps d'Ovide 2 seaux suspendus aux extrémités d'un bois en équilibre sur le cou et les épaules. Et je vis un enfant haillon s'approcher d'elle et lui parler doucement. Alors, inclinant son corps légèrement à droite, elle fit en sorte que le seau plein d'eau pure toucha le pavé au niveau des lèvres de l'enfant qui s'était mis à genoux pour boire. Un matin, à Rotterdam,
sur le quai des Bompjes. C'était le 18 septembre 1900, vers 8 heures. J'observais deux jeunes filles qui se rendaient à leurs ateliers. Et en face d'un des grands ponts de fer, elles se dirent au revoir, leurs routes n'étant pas les mêmes. Elles s'embrassèrent tendrement. Leurs mains tremblantes voulaient et ne voulaient pas se séparer. Leurs bouches s'éloignaient douloureusement pour se rapprocher aussitôt, tandis que leurs yeux fixes se contemplaient. Ainsi, ils se tinrent un long moment tout près l'une de l'autre, debout et immobiles au milieu des passants affairés, tandis que les remorqueurs grondaient sur le fleuve et que les trains manœuvraient en sifflant sur les ponts de fer. Entre Cordoue et Séville est une petite station où, sans raison apparente, le Sud Express s'arrête toujours. En vain, le voyageur cherche des yeux un village de l'autre côté de cette petite gare endormie sous les eucalyptus. Il n'aperçoit que la campagne andalouse, verte et dorée. Pourtant, de l'autre côté de la voie, en face, il y a une hutte faite de branchages noircis et de terre, et au bruit du train, une marmaille loqueteuse en sort. La sœur aînée s'avance tout près sur le quai et, sans dire un mot, mais en souriant, elle danse pour avoir des sous. Ses pieds dans la poussière paraissent noirs, son visage obscur et sale et sans beauté. Elle danse. Et par les larges trous de sa jupe couleur de cendre, on voit s'agiter nue ses cuisses maigres et rouler son petit ventre jaune. Et chaque fois, pour cela, quelques messieurs ricanent dans l'odeur des cigares au wagon-restaurant. Oh mon Dieu! Ne sera-t-il jamais possible que je rencontre un jour cette douce femme en Petite Russie et ses deux amis de Rotterdam et la jeune mendiante d'Andalousie et que je me lie avec elle d'une indissoluble amitié? Hélas, elles ne liront pas ces poèmes, elles ne sauront ni mon nom, ni la tendresse de mon cœur, et pourtant elles existent, elles vivent maintenant. Ne sera-t-il jamais possible que me soit donnée cette grande joie de les connaître? Car je ne sais pourquoi, oh mon Dieu, il me semble qu'avec elles quatre, je pourrais conquérir un monde. Dans la petite station balnéaire près d'Ostende, le Coq, où je voulais passer 2 semaines avant de me rendre comme chaque année dans la maisonnette de campagne de Verhaeren, régnait la même insouciance. Les gens, heureux de leur congé, étaient allongés sur la plage ou se baignaient. Les enfants lâchaient des cerfs-volants. Toutes les nations imaginables se trouvaient rassemblées en paix. On entendait beaucoup parler allemand. Le seul trouble était causé par les petits marchands de journaux qui hurlaient les manchettes menaçantes des feuilles parisiennes. L'Autriche provoque la Russie, l'Allemagne prépare la mobilisation. Je me rendais tous les jours à Ostende par le petit train électrique pour être plus à portée des nouvelles. Et elles étaient toujours pires. Les gens se baignaient encore, les hôtels étaient encore pleins, les vacanciers se promenaient en foule sur la digue, riant et bavardant. J'étais alors installé dans un café avec quelques amis belges, un jeune peintre et l'écrivain Cromlinck. Nous avions passé l'après-midi chez James Ensor, le plus grand peintre moderne de Belgique. Mais pour la première fois, un élément nouveau s'ajouta au tableau. Brusquement, on vit surgir des soldats belges qui, en temps ordinaire, ne venaient pas sur la plage. Comme je m'en étonnais, un ami belge me rétorqua « Il faut bien prendre ses précautions. En cas de guerre, les Allemands ont l'intention de faire une percée par chez nous. » « Impossible, dis-je, avec une conviction sincère. Car dans ce vieux monde d'alors, on croyait encore en la sainteté des traités. Il me paraît absurde qu'une armée se tienne à la frontière, prête à l'invasion, pendant que des milliers et des dizaines de milliers d'Allemands jouissent détendus et joyeux de l'hospitalité de ce petit pays neutre. C'est un non-sens. Vous pouvez me pendre à cette lanterne si les Allemands entrent en Belgique. Je suis encore reconnaissant à mes amis de ne pas m'avoir pris au mot. Mais alors vinrent les jours les plus critiques, tout à la fin de juillet, et à chaque heure une nouvelle qui contredisait la précédente. Les télégrammes de l'empereur Guillaume au tsar, l'assassinat de Jean Jaurès. Tout d'un coup, le vent froid de la crainte balaya la plage et la vida. Par milliers, les gens quittèrent les hôtels. Les trains furent pris d'assaut, et moi aussi. Dès que j'appris la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie, je retins une place. Et il n'était que temps. Car cet express d'Ostende fut le dernier train à quitter la Belgique pour l'Allemagne. Nous nous tenions debout dans les couloirs.
Personne ne pouvait rester tranquillement à sa place ou lire. À chaque station, on se précipitait sur le quai pour chercher d'autres nouvelles, avec l'espoir secret que quelques mains déterminées pourraient retenir le destin déchaîné. On ne croyait pas à la guerre, et encore moins à l'invasion de la Belgique. Peu à peu, le train approchait de la frontière. Nous passâmes Verviers, la dernière station belge. Les contrôleurs allemands montèrent dans les wagons. Nous devions être en territoire allemand 10 minutes plus tard. Mais à mi-chemin de Herbestal, la première station allemande, le train s'arrêta soudain en rase campagne. Dans les couloirs, nous nous pressâmes aux fenêtres. Qu'était-il arrivé? Alors, dans l'obscurité, je vis venir à notre rencontre plusieurs trains de marchandises, l'un après l'autre. Des wagons plats, recouverts de bâches, sous lesquels je crus reconnaître la forme indistincte et menaçante de canons. Mon cœur cessa de battre. Ce ne pouvait être que l'avance de l'armée allemande. Peut-être, me disais-je, n'était cela qu'une mesure de protection, une menace de mobilisation, et non pas la mobilisation elle-même. Car toujours aux heures de danger, la volonté d'espérer encore devient immense. Enfin vint le signal voie libre. Le train se remit à rouler et rentra en gare de Herbestal. Je ne fis qu'un bond du haut du marchepied pour me procurer un journal et obtenir des renseignements. Mais la gare était occupée par les soldats. Déjà, j'avais aperçu derrière les vitres de la porte soigneusement masquée de rideaux le léger cliquetis des sabres et le bruit sec des crosses qu'on repose. Aucun doute. La monstruosité était en marche. L'invasion de la Belgique par les troupes allemandes contre tous les principes du droit des gens. Je remontai dans le train en frissonnant et continuai mon voyage vers l'Autriche. Il n'y avait désormais plus de doute. J'entrais dans la guerre. Dans la campagne verdoyante, le train, longeant sa voie de fer, emporte une foule bruyante tout là-bas vers la grande mer. Le mécanicien Jean, sur sa locomotive, regarde d'un air mauvais Blaise, le beau chauffeur, la colère en ses yeux, lui, d'une flamme vive. De sa femme chérie, Blaise a volé le cœur. Roule le train du plaisir dans la campagne jolie vers un bel avenir d'amour et de folie. L'homme rude et noir qui conduit cette joyeuse foule sent de ses yeux rougis une larme qui coule. Des heureux voyageurs, on entend les refrains. Suivant les rails et son destin, c'est le train du plaisir qui roule. Le pauvre Jean, perdant la tête, rendu fou par la trahison, sur son rival soudain se jette criant « Bandit, rends-moi l'ison !» Le chauffeur éberlué fait tournoyer sa pelle. Jean, lui sautant au cou, l'étrangle comme un chien, et tous les deux, rivés par l'étreinte mortelle, tombent de la machine, abandonnant leur train. Roule le train du malheur dans la campagne assombrie, roule à toute vapeur dans un élan de folie. Les paysans hésitent en le voyant tout seul fendant l'espace, se signent en priant, et la terreur les glace. Des heureux voyageurs, on entend les refrains, suivant son terrible destin, c'est le train du malheur qui passe. Tiens, la chose est vraiment bizarre, on devait s'arrêter ici. Le train passe encore une gare. Ah ça, que veut dire ceci? Alors, du train maudit, une clameur s'élève. On entend des sanglots et des cris de démons. Chacun revoit sa vie dans un rapide rêve, et c'est le choc, le feu, les appels déchirants. Flambe le train de la mort dans la plaine rougie. Tout se brise et tout se tord sous un vent de folie. Les petits enfants, leur maman rappellent dans les flammes. Les amoureux râlant réunissent leurs âmes. Pourquoi ces pleurs, ces cris? Pourquoi ces orphelins? Pour un simple petit rien. L'infidélité d'une femme. Il y a quelques années, au cours d'un long voyage en chemin de fer, j'ai voulu visiter la patrie en marche où je m'enfermais pour 3 jours, prisonnier pour 3 jours de ce bruit de galets roulés par la mer. Et je me suis levé, j'ai traversé le train dans toute sa longueur. Les sleepings étaient vides, les voitures de première étaient vides. Mais les voitures de troisième abritaient des centaines d'ouvriers polonais congédiés de France et qui regagnaient leur Pologne. Et je remontais en enjambant des corps. Je m'arrêtais pour regarder. Debout, sous les veilleuses, j'apercevais dans ce wagon sans division, et
qui ressemblait à une chambrée et qui sortait de la caserne ou le commissariat, toute une population confuse et barattée par les mouvements du rapide, tout un peuple enfoncé dans les mauvais songes et qui regagnait sa misère. De grosses têtes rasées roulaient sur le bois des banquettes, hommes, femmes, enfants, tous se retournaient de droite à gauche, comme attaqués par tous ces bruits, toutes ces secousses qui les menaçaient dans leur oubli. Ils n'avaient point trouvé l'hospitalité d'un bon sommeil. Et voici qu'il me semblait avoir à demi perdu qualité humaine, ballotté d'un bout de l'Europe à l'autre par les courants économiques, arraché à la petite maison du Nord, au minuscule jardin, aux 3 pots de géranium que j'avais remarqués autrefois à la fenêtre des mineurs polonais. Ils n'emportaient avec eux que les ustensiles de cuisine dans des paquets mal ficelés et crevés de hernie. Mais tout ce qu'ils avaient caressé ou charmé, tout ce qu'ils avaient réussi à apprivoiser en 4 ou 5 années de séjour en France, le chat, le chien, le géranium, ils avaient dû le sacrifier. Et ils n'emportaient avec eux que ces batteries de cuisine. Un enfant tétait une mère si lasse qu'elle paraissait endormie. La vie se transmettait dans l'absurde et le désordre de ce voyage. Je regardais le père, un crâne pesant et nu comme une pierre, un corps plié dans l'inconfortable sommeil, emprisonné dans des vêtements faits de bosses et de creux. L'homme était pareil à un tas de glaise. Ainsi la nuit, des épaves qui n'ont plus de forme pèsent sur les bancs des halles. Et je pensais, le problème ne réside point dans cette misère, ni dans cette saleté, ni dans cette laideur, mais ce même homme et cette même femme se sont connus un jour. L'homme a sans doute souri à la femme, il lui a sans doute après le travail apporté des fleurs. Timide et gauche, il tremblait peut-être de se voir dédaigné. Mais la femme, sûre de sa grâce, la femme par coquetterie naturelle se plaisait peut-être à l'inquiéter. Et l'autre, qui n'est plus aujourd'hui qu'une machine à cogner et à piocher, éprouvait ainsi dans son cœur l'angoisse délicieuse. Le mystère, c'est qu'il soit devenu cet tas de glaise. Par quel moule terrible ont-ils passé, marqué par lui comme par une machine à emboutir? Un animal vieilli conserve sa grâce. Pourquoi cette belle argile humaine est-elle abîmée? Et je poursuivis mon voyage parmi ce peuple dont le sommeil était trouble comme un mauvais lieu. Il flottait à un bruit vague fait de ronflements rauques, de plaintes obscures et du raclement des godillots de ceux qui brisaient d'un côté et essayaient l'autre. Et toujours en sourdine cet intarissable accompagnement de galets retournés par la mer. Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait son creux et il dormait. Mais il se retourna dans son sommeil. Et son visage m'apparut soudain sous la veilleuse. Oh, quel adorable visage! Il était né de ce couple-là. Il était né de ces lourdes hardes, une sorte de fruit doré. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres, et je me dis, voici un visage de musicien. Voici Mozart, enfant. Voici une belle promesse de la vie. Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui. Entouré, protégé, cultivé, que ne saurait-il devenir? Quand il naît par mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart, enfant, sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. Et je regagnais mon wagon et je me dis, ces gens-là ne souffrent guère de leur sort. Et ce n'est pas la charité ici qui me tourmente. Il ne s'agit pas de s'attendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. C'est quelque chose comme l'espèce humaine et non l'individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c'est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n'est pas cette misère dans laquelle, après tout, on s'installe aussi bien que dans la paresse. Des générations d'orientaux vivent dans la crasse et s'y plaisent. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce n'est pas ces bosses, ces creux, cette laideur. Ce qui me tourmente,
C'est un peu dans chacun de ces hommes. Mozart assassiné. Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. La valise est une levrette de la famille des poules d'eau. Essentiellement transportable, elle se distingue de la poule d'eau commune par le fait qu'elle ne vit pas en terrain sec. Son nid, ou courroie, est confectionné avec des déchets de cuir non tannés que l'animal récolte à l'aide de son vasistas, sorte de bec très résistant, qui, le plus souvent dépourvu de plumes, qui termine l'épine dorsale. Le nid de la valise est gigantesque et d'architecture très particulière. Il se compose d'un caveau et d'une consigne. C'est dans la consigne que la valise pond. Au caveau, après la ponte, elle dispose ses petits par rang de taille. La boulimie de la valise en fait un animal extrêmement dangereux. Sa capture est toutefois très aisée. Repue, elle se laisse soulever comme une plume et on peut l'emporter sans qu'elle manifeste le moindre instinct de défense. La peau de la valise sert en Hollande à l'emballage des fromages. La valise n'a pas de cri, à l'exception de la valise diplomatique, qui est polyglotte.